Alors bonjour à tous, on est dimanche et enfin nous sommes dimanche, c'est plus français on va dire. J'ai fait une petite vidéo là tout à l'heure pour sur les réseaux, sur Instagram et aussi pour poster sur Facebook pour dire que j'avais besoin d'aide. Alors évidemment vous êtes sur YouTube donc peut-être que vous n'êtes pas concernés par cette demande parce que je ne sais pas si on s'est déjà rencontré à part 2-3 personnes, mais j'ai eu l'envie hier de demander de l'aide pour les petites étoiles, vous savez, les avis Google, pour pouvoir être un peu plus référencé, un peu plus à ma place, entre guillemets. Et c'est rigolo parce que ça fait le lien aussi avec la vidéo que j'ai faite, enfin le live que j'ai fait cette semaine sur Instagram, que j'ai posté, donc vous savez que tous les lives sont mis sur YouTube. Et de cette façon de parler vrai. Et là, quand je dis que c'est un peu la révolution pour moi, j'en ai un petit peu ras-le-bol en fait de ne pas prendre cette place-là. En fait, c'est un peu compliqué aussi pour moi et du coup, je vous insérerai la petite vidéo que j'ai faite là pour que vous puissiez aussi comprendre le sens de ce que je dis. Donc là, je vais me taire, je vais faire une petite incruste et après, je reprends la vidéo. Bonjour à tous, je voulais vous remercier pour les avis. Bon, j'ai déjà 9 avis, vous voyez, c'est un peu bête, mais c'est fou le truc de pas se mettre en avant. Alors vous allez me dire, bah si t'es sur les réseaux, tu vois bien, tu fais plein de trucs. Ouais, je fais plein de trucs, mais je fais des fois plein de trucs qui est décorrélé aussi d'une forme de réalité aussi économique, parce que faire des trucs pour faire des trucs c'est ok, mais faire des trucs pour que ce soit aussi visible, rentable, efficace et qu'on sache aussi que j'existe, eh ben, putain, c'est compliqué, hein. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je sais que monsieur et madame Google adorent ce genre de trucs. Alors évidemment, vous allez mettre une étoile si vous me connaissez, si vous connaissez pas mon travail, ça n'a aucun intérêt, parce que le truc, c'est pas de faire du faux, le truc, c'est que j'ai formé des centaines de personnes depuis des années. Et j'ai aussi eu des consultations pendant des années et jamais, à aucun moment donné de ma vie, je me suis dit, allez, valorise ce truc, en fait. C'est pas dans mon esprit, donc... Ok, être généreux c'est bien, mais être dans une dynamique aussi de forme. Alors c'est pas de reconnaissance parce que voilà, je sais ce que je suis et je sais ce que je fais, mais effectivement, il faut que j'apprenne aussi à me dire, il faut que je me mette à la place de quelqu'un qui sait pas ce que je fais. Donc quand on ne sait pas, on fait comme tout le monde, on va chercher soit des avis, soit on va cliquer là, on va cliquer là, et c'est pas clair. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup parce que bon, je sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas voilà, je joue le jeu. Et en tout cas, merci de vous prêter au jeu des étoiles et je suis ravie. Voilà, et là, j'ai tourné ma vidéo pour demain parce que je suis un petit peu à la bourre. Voilà, à demain. Donc voilà, je viens juste de raccrocher, on est samedi et je me suis dit que j'avais une idée en tête au départ de vidéo pour aujourd'hui. Enfin, donc pour demain, pour moi, mais pour aujourd'hui, pour vous. Et je me suis dit, allez, en fait, j'ai fait le lien aussi avec une personne que j'ai formée sur les 3 niveaux, aux fleurs de bac donc, et elle m'a demandé une vidéo sur le syndrome de l'imposteur. Et du coup je me dis tiens allez hop, c'est le moment puisque c'est pas cette forme d'imposture que j'ai vis-à-vis de moi-même par rapport aux étoiles de Google, de savoir que j'ai un avis, voilà, je suis sur Nice, etc. Mais ça fait des années que je pratique et je n'ai jamais mis en avant mes qualités. Et donc, est-ce que c'est un syndrome de l'imposteur? Est-ce que c'est pas carrément même un foutage de gueule de ma part, hein? Je vais tourner autour de ça finalement. Hein. Est-ce que c'est carrément de la bêtise de ma part? Est-ce que c'est une méconnaissance aussi du marché, marketing, etc., de référencement CIO, patin couffin, de on doit être référencé dans les premières pages de Google? Bref, j'ai quand même fait une petite recherche. C'est... mon amie Lisa Boileau qui me disait, lorsque je suis allée la voir en octobre faire cette formation sur la périnatalité et donc les professionnels de santé, elle me disait j'ai 9 pages sur Google et je me suis dit tiens, c'est un truc de fou, j'ai jamais été regarder. Et ben voilà, Tipa que j'ai été regarder et j'ai 10 pages de Google, donc c'est un truc de dingue en fait. Donc voilà, amusez-vous à le faire, faites Nathalie Ozemery, puis vous verrez ce qui va sortir. Et donc bah oui, ça fait des années que je suis là-dessus, mais j'ai même fait des trucs que personne ne sait, mais j'ai aussi écrit... voilà un livre, je sais plus, 98, donc ça fait un petit moment, hein, sur les cadres. J'étais dans les loisirs créatifs aussi avant, enfin vous voyez, donc c'est drôle de voir que tout ça remonte et que oui, c'est noté quelque part. Voilà, donc vous voyez que est-ce que c'est une posture chez moi de dévalorisation? Est-ce que c'est une posture de méconnaissance? Est-ce que c'est vraiment de la bêtise, tout simplement? J'en sais rien. En tout cas, ça va être le thème de la vidéo aujourd'hui sur le syndrome de l'imposteur.
Et on peut se poser la question de savoir qui est l'imposture pour le coup, parce que alors pour répondre à cette fameuse personne qui s'appelle Julie, qui certainement reviendra peut-être dans les commentaires si elle la voit, mais je sais qu'elle regarde. Eh bien oui, le syndrome de l'imposteur, selon moi, et encore une fois, ça ne regarde que moi et ça n'implique que moi. Pour moi, il n'y a pas une fleur de bac de syndrome de l'imposteur. Vous savez que c'est toujours pareil, on met aussi ce qu'on appelle dans notre jargon de fleur de bac, conseiller agréé du centre bac, on appelle ça des mots valises, hein, c'est-à-dire que c'est un espèce de fourre-tout finalement, on pourrait appeler ça un baluchon d'émotions, on pourrait appeler ça, si vous préférez appeler ça un sac à dos, enfin on s'en fout en fait du thème. Le truc c'est que dedans on y met un peu ce qu'on veut finalement. Et moi le regard que j'ai sur cet exemple qui n'est entre autres que moi, mais qui va parler évidemment à plein de personnes, parce que le but c'est pas forcément parler de moi, ce qui est intéressant c'est que c'est une clé d'entrée aussi pour vous donner peut-être des pistes d'interrogation et d'introspection sur vous, et introspection douce, encore une fois, on n'est pas sur un divan, et si vous avez envie de le faire, il y a des spécialistes pour ça, et encore une fois, quand je travaille en sophroanalyse, en thérapie de la vie intra-utérine, il y a une forme d'introspection, en tout cas c'est plutôt une écoute personnelle et un espace dédié pour cette écoute-là en fait, c'est ça qu'on fait, rien d'autre. Et c'est ce que je disais aussi jeudi sur cette thématique de parler vrai, est-ce qu'on se donne cet espace-là aussi pour aller regarder d'où viennent nos croyances d'imposture, etc., etc. Et le but c'est de se dire, ok, tu ressens ça, mais à quoi ça fait écho? Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais t'avais déjà dit qu'avec les fleurs de bac, on s'en fout d'où ça vient. Ben oui, mais on peut pas faire sans finalement. Bien sûr que oui qu'on s'en fout, parce que c'est pas ce qui va déterminer la fleur, le choix de la fleur, mais en même temps, est-ce qu'on peut faire l'économie du « je ressens ça, ça fait écho à ça ». Je vais vous dire franchement non, parce que depuis tant d'années d'expérience, et je suis pas la seule, on ne peut pas arriver dans un endroit, dans un espace-temps à soi, sans le relier à notre histoire personnelle, en tout cas notre histoire personnelle émotionnelle, nos croyances, nos perceptions. Je vous ai souvent parlé de la programmation neurolinguistique aussi, de la PNL, on dit qu'on n'a pas la même carte du monde que le voisin. Évidemment, si on prend une carte, on a une carte, on la regarde dans un sens, l'autre déjà la regarde dans l'autre sens, donc déjà on n'a pas du tout le même point de vue et la même perspective, et ça m'avait déjà beaucoup marqué, j'avais fait un stage comme ça avec une amie qui était maître praticien PNL, et elle nous demandait de regarder une carte. Et du coup, une carte, si je la regarde dans ce sens-là et que je cherche où se trouve le nord ou où se trouve la mer, parce que là, en l'occurrence, je suis au bord de la mer, et que l'autre est en face de moi et qui regarde lui, la mer se trouve pas du tout en face de lui de la même posture. C'est-à-dire que s'il se met près de moi, on n'aura pas du tout, on aura la carte à l'envers. Donc déjà, on a une posture et un point de vue complètement différent. Donc par rapport à cette imposture, et je vais y revenir, vous savez que je ne perds jamais le fil, je sais très bien où je vais, même si j'ai pas de PowerPoint, j'ai pas de prompteur, je n'ai rien en fait. Je n'ai que ce qui arrive à l'instant T, et c'est très bien comme ça. Je ne me vois pas faire des vidéos avec un truc que je vais lire, parce que voilà, je vais me paumer, et j'ai déjà fait beaucoup d'expériences comme ça, dans différentes occasions de ma vie, et franchement, c'est pas que j'aime faire des digressions, mais évidemment que quand je parle, je suis inspirée aussi de ce que je dois dire, et si je commence à mettre des bullet points, on va pas s'en sortir, et c'est pas le but, et moi j'aime la spontanéité, c'est aussi ce qui dégage de ma façon d'être, et je vais pas changer le personnage, en fait, je suis comme ça. Donc, quand je m'interroge sur cette fameuse « est-ce qu'il y a des fleurs pour répondre à Julie ?» et coucou Julie au passage, si je fais cette... alors pour le coup, elle ne s'appelle pas Alice, j'ai décidé de l'appeler Julie. Donc voilà, si elle ne veut pas mettre de mots, c'est ok, mais c'est bien Julie, auquel je fais référence sur cette vidéo. Et donc du coup, est-ce qu'il y a une fleur pour... le syndrome de l'imposteur, parce qu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Sur les fleurs de bac, je ne sais pas. Toujours est-il que moi, je me dis que ça peut peut-être aussi vous accompagner. Alors, dans un premier temps, ce qui peut être généré par ça, le syndrome de l'imposture, ça peut être évidemment une notion qu'on peut avoir déjà de comparaison. Si je refais le bilan de ce que je suis, il y a souvent cette comparaison qui fait qu'il y a une forme de dépréciation de la qualité de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, en comparaison aussi avec les autres, et donc du coup ça va renforcer le syndrome de l'imposteur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, quand je vous dis qu'il n'y a pas deux fleurs pour le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on est vraiment sur cette connaissance du « ok, comment tu le vis toi ?» Et si c'est de la dépréciation par rapport à ce que font les autres, et que du coup je me compare, je me dévalorise parce que j'ai l'impression d'être
d'être incapable par rapport aux autres. Et du coup, je me dis que quand on parle de la définition de Bach, il parle aussi de cette conscience et de cette croyance que lorsqu'on est dans cet émotionnel de l'Arche, on a une part de nous qui est dans la certitude qu'il va se planter, qu'il va échouer, qu'il ne va pas réussir. Donc, alors ça peut être une des teintes de l'Arche évidemment, mais vous savez que les fleurs de Bach, elles ont aussi leur tonalité et c'est pas englobé avec un groupe de mots, il y a plein de choses aussi qui gravitent autour de ça. Donc l'Arche, évidemment, c'est la fleur qui va nous parler de cette notion du « je me compare », donc ça renforce mon syndrome de l'imposteur, parce que si moi, je considère que je fais moins bien que les autres, il n'y a aucune raison que je prenne ma place. Donc voilà, ça peut être une des clés d'entrée. Alors après, il y a après, je ne sais pas s'il y a des après, en tout cas c'est après les cartes que j'ai sorties là pour moi, pour me guider dans cette vidéo. Parce que ça fait un moment que je n'avais pas montré de cartes, mais c'est très bien aussi comme ça. Je ne parle pas forcément non plus de fleurs, et c'est très bien aussi. Là, on est sur Pine, la culpabilité, les reproches, tout ce qu'on va se dire à l'intérieur, toutes ces petites injonctions. Vous voyez, c'est t'as pas fait assez, t'as pas fait bien, tu devrais faire ci, si tu t'étais pris comme ça, et tout ce qui va générer cette forme d'imposture. Parce que si je me compare aussi aux autres et que je me dis que les autres, eux, ils n'ont pas à se faire de reproches parce que ce qu'ils font, de toute façon, je juge que c'est parfait. Pour le coup, je vais embrayer sur cette notion de toute façon, toi, tu fais pas ce qu'il faut, tu pourrais revoir ta copie. On va des fois être même carrément, pourquoi pas, perfectionniste, parce qu'on a tellement ce sentiment de vouloir redire ou refaire des choses que ça va enchaîner une forme d'insatisfaction personnelle en fait par rapport. Alors quand je dis je fais, ça peut être autre chose, c'est pas forcément du faire, de faire des choses, mais en tout cas une attitude générale. Donc Pine, pour moi dans le syndrome de l'imposteur, ça peut être une forme aussi. Alors, je sais pas, peut-être que ça va pas forcément vous parler, mais il peut découler de ce syndrome de l'imposteur un type d'émotionnel qui va aussi engendrer des comportements. C'est-à-dire que je suis dans l'imposture, je ne suis pas à ma bonne place, je devrais faire ça, donc je me fais des reproches, et du coup, ça peut aussi déclencher d'autres types d'émotions. Et du coup, il n'y a pas qu'une émotion pour moi dans le syndrome de l'imposteur. Il y a celle-ci peut-être, celle-là, ok, mais il y a tout un paramètre émotionnel, parce que si on ne prend que ça, à mon sens, c'est omettre aussi le fait que nous ne sommes pas qu'une seule émotion, évidemment, et que ces émotions en cascade, ces émotions, vous le savez, dans les pelures d'oignon, tout ça, elles interagissent les unes avec les autres, et ça va renforcer aussi des fois cette espèce de boucle qui n'est pas vertueuse, qui va faire que ça va réengendrer des comportements et qui va nous limiter, qui vont nous empêcher aussi d'agir. Et pour ça, pour le coup, il peut y avoir une forme de découragement, parce que quand on est trop perfectionniste, quand on se dévalorise et qu'on se compare aux autres, on peut aussi se décourager dès qu'on fait quelque chose, puisqu'on va tout le temps le remettre sous le regard du « de toute façon, les autres font mieux que moi » ou « de toute façon, j'ai pas assez fait ». Donc le découragement aussi, il peut découler de tout ça, alors qu'on devrait aussi cesser d'être dans cette comparaison ou dans cette remise en question perpétuelle. Et du coup, peut-être aussi, pourquoi pas un peu de Serato, c'est-à-dire vraiment écouter son intuition et arrêter aussi d'être connecté à ce que tout ce qui va être stimuli ou interprétation aussi de ce que l'on regarde du monde, de ce que font les autres, ou de ce que disent les autres, ou de comment agissent les autres. Eh bien, si je suis connectée à mon être profond, et on le sait quand on fait des moments de laps de temps où on est en connexion avec soi, et c'est ce que nous propose Bach, évidemment, de prendre 5 minutes par jour pour méditer. Alors méditer, ça ne parle pas à tout le monde, moi ça ne me parle pas forcément, j'ai d'autres façons aussi de méditer, qui sont aussi, alors méditer dans le sens plus commun du terme, vous savez, s'asseoir, fermer les yeux, peut-être écouter de la musique ou ne pas écouter de musique, de se mettre dans une posture de yogi ou pas. La méditation, ça peut venir sous différentes formes, évidemment, et à mon sens, il n'y a pas de règle par rapport à ça, et surtout pas d'injonction du « je dois méditer comme ça » pour pouvoir, encore une fois, faire plaisir au monde. Et le faire plaisir, il est connecté à soi. Et le soi,
à sa propre façon, à mon sens, de se connecter à soi. Et si ça doit passer par autre chose, bah c'est ok. Et c'est une forme aussi méditative. Par exemple, moi, j'aime dessiner, j'aime peindre, j'aime être dans le faire avec les mains. Lorsque je suis dans un état de création manuelle, je suis dans une forme méditative. C'est ma façon aussi d'être en méditation et d'être en totale connexion avec moi. Chacun trouve midi à sa porte, vous trouverez ou pas de quoi satisfaire vos façons de méditer. Il y en a qui vont aller se promener, qui vont parler et marcher, je veux dire, pendant des heures. Ça peut être une forme aussi méditative et de transe aussi. Écouter de la musique peut être sans intention particulière de méditation. C'est toujours pareil, on a des objectifs. Hein. Des fois, il ne faut pas s'en donner, juste écouter de la musique, ça peut être aussi un état qui nous plonge dans un état méditatif aussi. Et puis je vous parlerai prochainement de quelque chose qui est paru dans ma vie il y a très peu de temps et qui participe aussi pour moi à un grand bonheur méditatif. Ce sera l'occasion d'une vidéo prochaine et qui peut être aussi un des vecteurs pour induire des formes méditatives. Je passe là, mais vous avez vos trucs à vous, mettez-les en commentaire si vous avez envie de partager. Moi, c'est ok. Donc, par rapport au syndrome de l'imposteur, je regarde déjà 14 minutes, je fais des vidéos de plus en plus longues. Il y a des moments où je fais très court, il y a des moments où je suis loquace, c'est comme ça. Donc, profitez-en, ça vous avez des infos. Le syndrome de l'imposteur, selon moi, ça peut être aussi généré aussi par... généré, je ne sais pas si c'est généré, mais disons que cette fleur-là, Centauri, me parle de cette notion aussi de faire plaisir aux autres. Et dans le faire plaisir aussi, on peut être dans une forme d'imposture à l'égard de soi-même. Alors vous allez me dire, ok, de quoi elle parle? Eh bien, Centauri, c'est la fleur de l'affirmation de soi. C'est celle qui va poser des limites quand on sent qu'on est trop dans cette notion de ne pas heurter les autres ou de ne pas les gêner, où on a plutôt envie de se soumettre ou d'être dans cette notion du rendre service aux autres, d'être à l'écoute des autres. Il peut y avoir une forme d'imposture aussi à soi-même. Alors vous allez me dire, ouais, mais syndrome de l'imposteur, c'est vis-à-vis des autres. Ben non, c'est que vis-à-vis de soi en fait. On est notre propre imposture finalement. On est d'accord. Personne ne nous demande d'être dans cette croyance-là. Et personne ne nous donne des injonctions à part nous-mêmes finalement. On se raconte nous-mêmes nos propres histoires. Et dans cette notion de Centauri, en tout cas moi c'est quelque chose que je perçois chez moi, c'est du faire plaisir à l'autre et qui n'est pas juste pour soi. Et dans cette non-justesse pour soi, d'arrêter d'être tout le temps dans le plaire, dans le désir de l'autre plutôt que le sien, il y a une forme d'imposture à soi-même. C'est-à-dire c'est comme si on s'attribuait aussi des rôles pour se faire passer pour quelqu'un. Alors, ce qui ne veut pas dire que quelqu'un n'est pas gentil quand il est Centauri, hein, mais il est plus dans cette notion du faire valoir l'autre que ses propres besoins, ses propres envies, pour justement ne pas heurter, ne pas gêner. Du coup, il est plus il est plus en service par rapport à l'autre et du coup, il n'est pas au service de lui-même. Donc pour moi, il y a une forme d'imposture aussi vis-à-vis de soi-même. Donc en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Il peut y avoir aussi... celle-ci, je vais l'enlever, je ne la sens plus, on va dire. Et bien sûr qu'il peut y avoir des peurs après quand on est dans cette notion du syndrome de l'imposteur, parce qu'évidemment ça peut déclencher en cascade de nombreuses peurs, parce que on parle souvent de l'arche comme la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, manque de confiance en soi. Mais là je vous parle de Mimulus, qui est une peur aussi des conséquences aussi de cette non-prise aussi de risque d'être vraiment soi-même ou de ne plus être un imposteur, c'est-à-dire vraiment assumer totalement qui nous sommes, prendre notre place, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est prendre sa place finalement, et prendre sa place, ça peut être évidemment du Centauri, hein, laisser la place aux autres, c'est une forme aussi de non-acceptation aussi de qui nous sommes, et dans cette posture de la satisfaction de l'autre, on n'est pas juste, et on est notre propre imposture. Et bon, j'ai déjà dit, hein, mais c'est pas grave. Mimulus, donc, elle peut générer bien sûr des peurs, des craintes et une forme de réserve qui peut être une forme
qui peut être prise aussi comme une forme, on parle aussi des fois de païen, aussi de large, d'humilité, etc. Mais non, même la peur peut être une forme de fausse humilité. En fait, ça peut être aussi de la peur qui est exprimée, mais qui peut être perçue comme quelqu'un qui est très humble. Et finalement, il n'y a pas d'humilité à ne pas prendre sa place, au contraire. Je pense que c'est un gros défaut que nous avons, de ne pas rayonner de notre propre lumière. Et lorsqu'on est dans la peur, on ne peut pas rayonner finalement. Hein. Donc, rayonner de sa propre lumière, prendre sa place, de connaître totalement nos compétences, nos qualités, notre être profond. Alors je parle évidemment de l'âme, mais je parle aussi de tout ce qui peut être nos qualités, ne devrait pas générer de la peur en fait. Et donc voilà, pour moi c'est très ténu, hein, tout ce que j'ai dit, le large, le païen, le centauri, Serato, et tout ça, ça va vraiment avec. Hein. Après oui, je l'ai retiré, mais je vais la remettre, c'est pas très grave. Je voulais parler de Willow, de cette notion aussi de victimisation qu'on peut avoir si on ne prend pas sa place du coup, et on va dire qu'on se sent dans l'imposture de faire quelque chose, et après on peut s'apitoyer sur soi, mais on n'en veut qu'à soi-même finalement. Les autres n'y sont pour rien, personne ne nous a rien demandé. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que dans cette posture-là, il y a des sphères aussi qui peuvent aussi graviter autour, dont on va prendre le bénéfice inconscient de se dire « Ah bah c'est pas de ma faute, etc. » Mais si, en fait, tout est ta faute, responsabilise-toi, parce que la façon dont tu perçois ta propre vision de ta place dans le monde, ta place dans ton couple, la place avec l'argent, la place avec la nourriture, la place avec ce que l'on veut, il n'y a pas de victime, en fait, il n'y a pas de bourreau. On est tous responsables de ce que nous faisons, et personne ne nous demande rien, finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, c'est vraiment aussi intéressant de pouvoir se replacer dans une posture d'adulte, hein, et d'être honnête avec soi. Gorse, je l'avais enlevée, mais je la remets quand même. Bon, ça fait, voilà, c'est pas grave, hein, je vais faire tout ça. Gorse, c'est cette personne qui va justement capituler, ne plus y croire, parce que la posture de l'imposteur peut aussi nous mettre finalement dans une perspective de non-possibilité de rien, et d'avoir le sentiment que de toute façon, il n'y a pas notre place, ou que ce que l'on fait ne correspondra pas, ou de toute façon il n'y a pas de solution par rapport à ce que l'on fait, parce qu'on décide de capituler et on décide de ne pas ouvrir les vannes de tout ce que j'ai cité avant, c'est-à-dire même... Parce que Gorse, c'est vraiment cette personne qui manque de foi, mais pour retrouver la foi, qu'est-ce qu'il faut finalement ? Il faut aussi avoir cette objectivité, cette clairvoyance, cette possibilité aussi de revoir en soi le film de son histoire, parce que sinon, c'est trop facile de relayer, hein, de toute façon c'est foutu, c'est mort, ça ne marchera pas. Il y a quelque chose de cette notion d'aller vraiment puiser en soi aussi ces ressources infinies qui sont vraiment à disposition, mais dont on ne perçoit plus du tout la possibilité de les mettre en lumière, comme s'il n'y avait plus de lumière. Mais il y a toujours eu de la lumière, c'est nous qui ne la voyons pas. On est aveuglé aussi par nos propres manquements, nos propres perceptions, nos propres troubles, et donc on en déduit que c'est comme ça. Et dans ces moments-là, on peut évidemment, alors c'est au-delà du découragement, hein, comme j'avais cité Gentiane, là on est vraiment dans une forme de pessimisme profond. Et ce pessimisme-là, bien sûr, aura été alimenté par une succession d'émotions, et dont j'ai déjà parlé avant. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que pour moi, il n'y a pas de fleur du syndrome de l'imposteur. Et alors, pour conclure, et c'est un peu la cerise sur le gâteau, la rumination mentale. Vous avez vu que tout ça, ça va rejouer aussi notre mécanisme de toutes ces pensées qui vont venir et qui vont nourrir chacune des parties de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est plus confortable d'avoir des insomnies en pleine nuit en disant qu'on est nul, qu'on n'est pas capable, de toute façon ça sert à rien, et que de toute façon c'est foutu, et que ce qu'on a fait, voilà, etc., que de calmer le feu de ce mental qui ne fait que réalimenter notre propre scénario finalement. Et encore une fois, personne ne nous a rien demandé. Il y a juste cette notion personnelle. Voilà, je vais recommencer parce que je ne sais pas si ça a été filmé, j'ai ma batterie qui est en train de montrer des signes de faiblesse. J'étais en train de dire, ces propres scénarios qu'on se raconte, ces propres racontages dans le cerveau, ça n'appartient qu'à nous, personne ne nous a rien demandé. Et donc on se fait le film de notre propre vie avec notre propre scénario pour revalider des croyances auxquelles on fait « ok, welcome ». Et on ouvre grand les bras pour se tirer une balle dans le pied.
Voilà ma conclusion sur les fleurs du syndrome de l'imposteur. J'espère que ça vous aura convenu et que vous pourrez aussi tirer votre épingle du jeu sur toutes les informations que j'ai données. Je vous souhaite une bonne journée, donc si vous voulez aussi jouer le jeu des étoiles ou si vous avez envie de prendre rendez-vous, vous savez quoi faire. Et puis je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.